puisque le régime de l'indigénat est une fabrique, est un dispositif qui a été fabriqué par la France et qui va être discuté en ce moment-là en France. Alors, la guerre n'a pas eu le même sens en Europe, comme vous le savez, que dans une île comme la Nouvelle-Calédonie. Essayez de vous remettre dans la période 1944-1946. Il s'agit d'une période charnière où la guerre, la Seconde Guerre mondiale est en voie d'achèvement et laisse derrière elle des ruines immenses. Mais aussi, il faut le dire, on oublie sur le terrain français, européen et en discussion avec les Américains d'ailleurs, c'est une période de très grande aspiration au changement, avec une aspiration à des temps nouveaux qui mettront à distance définitivement des régimes totalement discrédités et avant tout l'État de Vichy, mais aussi, par ricochet, l'avant-guerre et la Troisième République. On sait que l'empire colonial français a joué un rôle majeur dans le basculement de la France dans le camp des Alliés. Et à ce moment-là, dans les années 44-46, sur le terrain français, on est convaincu qu'il faudra changer en profondeur les modes de gouvernance dans les colonies si on veut que l'Empire survive à l'après-guerre. La conférence de Brazzaville, qui se tient entre le 30 janvier et le 8 février 1944, en témoigne, par la volonté d'une rénovation en profondeur de ce qu'on va appeler désormais la France d'outre-mer, pour mettre à distance tout un vocabulaire aussi. Et la première mesure qui est préconisée dans le contexte de la conférence de Brazzaville pour marquer l'avènement d'une nouvelle ère, c'est précisément l'abolition de ce qu'on appelle le Code de l'indigénat. Code de l'indigénat qui avait déjà été très fortement critiqué pendant toute l'entre-deux-guerres, et même avant. Si on réfléchit, ce Code de l'indigénat, qui n'a jamais été à proprement parler d'un code sur le mode fixé, avait suscité la critique au plus haut niveau de l'État français, c'est-à-dire au Parlement, dès son installation en Algérie en 1881. En dépit de cette critique, il fut étendu la même année, en 1881, à la Cochinchine, puis en 1887 à la Nouvelle-Calédonie, au Dahomey, au Sénégal, et puis dans les années qui ont suivi, à l'ensemble des colonies françaises. En dépit des critiques récurrentes dont fut l'objet ce code de l'indigénat, il fut renouvelé à échéance régulière tous les 7 ans en Algérie jusqu'à 1928 et ensuite sous une autre forme, et tous les 10 ans dans les colonies françaises jusqu'en 1944. En 1944, le régime de l'indigénat paraît le symbole même d'un dispositif désormais totalement désuet et qu'il faut condamner. Alors, j'entre dans ce régime par l'ordre de la critique. Pourquoi le régime de l'indigénat au fond, en dépit du fait qu'il a été stabilisé, pérennisé, renouvelé pendant toute la période coloniale, a été du point de vue français un régime problématique et difficile à défendre en droit. C'est un dispositif juridique que l'on disait exceptionnel, dispositif juridique de répression, clairement décrit et fait pour ça, pour réprimer les populations indigènes. Et c'est un dispositif juridique exceptionnel qui, à bien des égards, contrevenait aux principes fondamentaux du droit français. En 1888, à la Chambre, un député s'est levé contre ce régime de l'indigénat en le traitant de monstruosité juridique. Et pourquoi? Parce que ce régime de l'indigénat mettait à mal les principes fondamentaux de la République lorsque cette République française, à ce moment-là impériale, œuvrait sur les terrains coloniaux. De quoi s'agit-il? Ce régime de l'indigénat, c'est une justice
pénale spéciale appliquée parallèlement à la justice de droit commun à une partie seulement des populations habitant les colonies, et principalement les indigènes en tout premier lieu, et par extension et sous certains aspects, ce qu'on appelait les assimilés. En Nouvelle-Calédonie, les assimilés, c'était les engagés sur contrat, tonkinois, javanais, néo-zébridés. Cette justice est dite spéciale parce qu'il s'agit d'une justice administrative, c'est-à-dire une justice qui est exercée par des fonctionnaires de l'administration et non par des magistrats. Ces fonctionnaires de l'administration, ce sont les gouverneurs d'un côté et leurs subalternes, chefs du service des affaires indigènes ou gendarmes en Nouvelle-Calédonie ou administrateurs coloniaux dans d'autres colonies. Ces fonctionnaires de l'administration coloniale ont le droit de juger et de sanctionner indigènes et assimilés dans le huis clos de leur bureau sans aucune garantie qu'offre en principe la justice de droit commun, c'est-à-dire le droit de la défense, les débats publics, les débats contradictoires. Mieux encore, un seul homme de l'administration concentre en ses mains le pouvoir de juger et de sanctionner, ce qui contrevient à un principe fondamental acquis sous la Révolution française, à savoir la séparation des pouvoirs administratifs et du judiciaire. Une telle concentration a été dénoncée au XVIIIe siècle par Montesquieu comme l'essence même du pouvoir despotique. Cette justice est spéciale par son mode d'exercice, puisqu'il s'agit d'une justice administrative hors des juges, hors des magistrats, hors des cours de justice. Mais c'est aussi une justice dite spéciale parce qu'elle concerne certains délits et certaines peines qui sont tout à fait particulières. Sont condamnés les indigènes pour des délits que les citoyens français de France ou les citoyens des colonies, les citoyens français des colonies, ne connaissent pas. Sont condamnés pour des délits à des peines qui, elles aussi, n'existent pas sur le terrain français. Les faits, les indigènes, mais aussi les assimilés, peuvent être condamnés par la plus haute autorité des colonies, par le gouverneur, pour tous les actes que l'on considère comme menaçant la sécurité de la colonie ou la souveraineté française. On sanctionne tout acte qualifié de menace à la souveraineté française par un arsenal de peines qui en fait est hérité des textes de guerre et des arsenaux qui sont mis en place pour les vaincus. On condamne les indigènes et les assimilés à ce qu'on appelle l'internement administratif. L'internement administratif, c'est l'emprisonnement, l'exil, l'assignation à résidence, et ce, sans peine et sans procès, jusqu'à 1907. À partir de 1907, on décide qu'on ne pourra pas condamner ces gens à l'internement administratif au-delà de 10 ans. Mais c'est clairement une peine très lourde qui a été très utilisée à la fin du 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle. On peut condamner les indigènes à des amendes collectives ou à des séquestres de biens, et en particulier des séquestres de terres. Dans les deux cas, que ce soit internement administratif ou amende collective, on est dans une atteinte exorbitante au principe de droit de la République française. L'internement administratif regroupe des peines d'exil, emprisonnement, assignation sans terme et sans procès. Ça, c'est déjà totalement hors du droit. L'amende collective et le séquestre de biens collectifs contrevient à un principe fondamental, lui aussi acquis sous la Révolution, qu'on appelle la personnalité de la peine. C'est-à-dire ce qui avait été dénoncé comme l'arbitraire de l'Ancien Régime, c'était de condamner des groupes, alors que le principe acquis par la Révolution, c'est que ne peut être condamné que le coupable du fait et non pas ses oncles, ses tantes, sa tribu et autres.
évidemment. C'est ce qu'on appelle la personnalité de la peine. Le régime de l'indigénat s'exerce donc à un niveau dit de haute police, c'est-à-dire exercé par les gouverneurs. Et il s'exerce aussi dans ce qu'on pourrait appeler un registre de justice de proximité, à travers ce qu'on appelait la liste d'infractions spéciales, qui va énoncer ce que les indigènes ont l'interdiction de faire ou l'obligation de faire dans la vie quotidienne. Toute une série de faits, de proximité, de vie quotidienne, qu'on les oblige à faire ou n'ont pas le droit de faire, et cette liste d'infractions spéciales leur est strictement réservée, ceux aux indigènes. Par exemple, s'habiller, alors on les oblige à s'habiller sur les routes, ça c'est une obligation strictement calédonienne, elle n'existe pas en Algérie, parce que bon, les gens ne s'habillent pas de la même manière en Algérie, rares sont les Algériens qui sont en Bagadou, donc en Algérie c'est autre chose. Et en Nouvelle-Calédonie, on les oblige à s'habiller sur les routes, on interdit l'entrée dans les cabarets européens, on interdit de circuler sans autorisation, on oblige à respecter les couvre-feux imposés à Nouméa ou dans les centres de bourse. On donne aussi, dans toutes les colonies et en Calédonie aussi, des choses très vagues comme l'obligation de respecter toutes les injonctions d'un représentant de la force publique, ce qui veut dire que, si vous voulez, la mesure est extrêmement vague et donc si vous ne baissez pas la casquette ou si le gendarme considère que vous avez un regard quelque peu insolent, l'infraction spéciale peut tomber. Une première liste d'infractions spéciales était mise dans la colonie ici en 1887. Elle comporte 9 délits. Elle passera à 27 infractions en 1915. On notera que ces infractions spéciales sont des manières de contrôler les gens au plus près, c'est-à-dire des comportements corporels, le respect, toutes les marques de comportement, de soumission au prestige de l'occupant, comme on disait, ou au respect de l'occupant. C'est aussi des règles qui touchent la circulation et la ségrégation des communautés, puisque tout ce qui est limitation de circulation, interdiction de sortir des districts, etc., ou tout ce qui est entrer dans les cabarets, ne pas entrer sur les propriétés européennes sans autorisation, etc., marquent les frontières matérielles des séparations entre communautés. Les assimilés, comme vous l'a dit Catherine, subissent une partie de ces infractions, mais de façon décalée. Ce n'est pas la liste des infractions qui leur est appliquée, ils ont leurs propres règles réglementaires répressives qui leur sont appliquées et qui sont très connexes à cette liste. C'est-à-dire eux aussi sont soumis à des laissez-passer, eux aussi sont soumis à des couvre-feux, eux aussi ne peuvent pas jouer, on leur interdit les jeux, etc., l'accès à l'alcool, etc., toute une série de choses qui leur est interdite. Ces infractions spéciales sont sanctionnées par 100 francs d'amende ou 15 jours de prison. Elles pèsent extrêmement lourd dans le quotidien de l'indigénat. Et on a pu le voir, j'ai pu le mesurer en lisant les lettres de Nata qui accompagnaient l'ENART. Donc dans le fond, l'ENART que vous avez ici aux archives, vous avez une série de lettres des pasteurs, des jeunes pasteurs canins qui étaient formés et qui devaient aller faire le travail religieux et qui étaient constamment aux prises au manque de laisser-passer. Et dans ces lettres, il raconte avec une sorte de, de normalité le fait qu'un tel est allé en prison 3 jours, que moi je devrais aller en prison 3 jours, qu'un tel n'est pas là parce qu'on est en prison, etc. Où on mesure, si vous voulez, cette question de la prison comme étant un fait normal de la vie indigène entre les deux guerres. Un fait qui tombe de façon arbitraire, si vous êtes au mauvais endroit, voilà, vous risquez 3, 5, 10, 15 jours de prison, et ce en cumulatif. Et ce qui fait une vie extrêmement sous contrainte qu'on peut mesurer dans ces lettres. Je rappelle aussi que les indigènes sont placés sous l'indigénat, les assimilés sont placés sous des engagements de travail qui comportent à l'intérieur même du contrat de travail des sanctions administratives. Cela signifie en clair
que la population dite subalterne du territoire, la population colonisée directement, c'est-à-dire les indigènes, la population importée, immigrée, placée sous l'indigénat, les Japonais y ont échappé à cette statut, sont des populations qui sont mises dans le filet du contrôle de l'administration, pratiquement pour tout ce qui est les faits et gestes de leur vie quotidienne et les crimes et délits. Ces gens-là voient rarement le juge. Bien sûr, le droit pénal leur est normalement imposé. Donc en cas de crime et délit redevant du droit pénal, normalement ils devraient passer devant le juge. Mais l'administration a tendance à tirer l'ensemble des affaires qui les concernent sous sa propre responsabilité. Donc si vous voulez, vous avez deux grands statuts d'une certaine manière, eu égard à la justice, le citoyen lambda de la colonie, même très pauvre, qui quand même est en interaction avec la justice habituelle française, qui, quoi qu'on en dise, comporte un certain nombre de garanties, et une partie de la population qui est véritablement sous statut administratif. C'est ça l'indigénat avant toute chose. À partir de 1898, le régime de l'indigénat va de plus en plus impliquer les chefs. On double les hiérarchies, comme c'est souvent le cas dans les colonies, pour mieux contrôler la population indigène. On crée les grands chefs de district qu'on connaît bien, et on crée les petits chefs de tribus. On va les rendre responsables du maintien de l'ordre dans les districts et dans les tribus. Les grands chefs et les petits chefs peuvent infliger des punitions directement à leur sujet ou faire appel à la gendarmerie pour infliger des jours de prison, des amendes à des récalcitrants. Les grands chefs sont responsables de la réquisition des hommes pour les prestations, pour les réquisitions, pour les engagements chez les colons. C'est eux aussi qui ont la responsabilité de collecter l'impôt de capitation qui sera mis en place en 1899. Sur ces engagements et sur ces obligations-là, ils perçoivent une indemnité de 5% sur la collecte de l'impôt de capitation et récupèrent 10% des salaires des engagés sur contrat indigène chez les colons, c'est-à-dire les gens qui restaient un an. Ils gagnent, grands chefs et petits chefs, médailles et galons, et seront exemptés des sanctions disciplinaires, des prestations et des réquisitions. Ces exemptions à l'indigénat sont élargies à partir de 1928 aux agents d'administration, CANA, aux anciens combattants, aux femmes, au moins pour ce qui est des sanctions administratives, donc de cette liste d'infractions spéciales particulières. Mais dans l'immense majorité de cette période de l'indigénat, l'ensemble des indigènes subit l'ensemble du régime. Et il faut savoir que ce régime de l'indigénat, qui a été renouvelé à échéance régulière, n'a cessé de se durcir en Nouvelle-Calédonie jusque pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier pour ce qui concerne les obligations de travail. Donc on a un régime administratif de justice qui contrôle la population indigène et assimilée, qui la contrôle d'une main de fer pour à la fois des actes de rébellion éventuels ou anticipés comme menaçant la souveraineté de l'État d'une part, ou des actes de proximité qui sont vus comme une sorte d'atteinte, de non-respect des règles coloniales de soumission et d'acceptation des obligations inhérentes à ces règles de soumission. Il faut noter que en Calédonie comme ailleurs, le monde colonial s'est servi de maillons locaux et a mouillé, si vous voulez, une partie de la population kanak et en tout premier lieu les hiérarchies kanak qui sont devenus des agents de sous-contrainte, qui n'avaient pas le choix, sinon ça leur tombait aussi dessus, qui sont devenus des agents sous-contrainte de l'exercice de la domination française. L'après-guerre, j'y reviens, 1944-1946, sur le terrain français, verront en tout premier lieu avec l'indigénat et aussi un grand thème de l'époque, c'était le travail forcé, pour abolir définitivement les régimes d'exception
qui pesait exclusivement sur une partie de la population. Ce que fait le gouvernement provisoire de la République à ce moment-là, ce que font en fait les élites françaises de cette période-là, c'est de répondre à une longue revendication qui avait été portée, y compris par les inspecteurs des colonies en 1907. Reprendre la question de l'état de droit français en incluant désormais l'ensemble des ressortissants de l'Empire dans les règles françaises du droit commun. On va accepter à ce moment-là ce qu'on appellera le statut particulier. Mais le statut particulier ne doit concerner que des affaires civiles, mariage, succession. Pour toutes les règles de justice, et en particulier de justice pénale, on demande, et c'était une demande ancienne qui avait été aussi portée par les élites indigènes des années 20, en particulier au Maghreb, c'est une demande d'intégration à la République sous l'angle de, enfin, le respect de l'égalité devant la loi. Le principe de l'égalité ne veut pas dire qu'on est une société égale. La société française est une société hiérarchique avec des inégalités sociales. Le principe de l'égalité devant la loi, c'est que tout citoyen français ou tout ressortissant de l'Union française à ce moment-là doit être traité avec les mêmes principes de droit. Et donc le but, c'est surtout abolir ces régimes d'exception qui étaient un véritable point, une véritable contradiction dans les principes républicains. Fabriquer des Français à part entière, bientôt on leur donnera donc la citoyenneté, sans pour autant évidemment régler les problèmes complètement, puisqu'on créera des groupes de collèges, toutes les manipulations pourront avoir lieu. Mais les principes seront respectés. Il faut savoir que l'abolition de l'indigénat en Nouvelle-Calédonie ne s'est pas fait sans résistance, loin de là. Les représentants de la population européenne en Nouvelle-Calédonie ont résisté avec virulence à précisément cette idée de l'application des principes de l'égalité en droit. Le gouverneur Talek, en 1945, s'appuyant sur l'opinion publique européenne, demande en 1945 le maintien des infractions spéciales, où ils prétendent désormais on peut les appliquer via les tribunaux, ça sera mieux, ça sera plus respectueux. Ils résistent absolument à la question de la liberté de circulation dans le territoire, qui va être acquise. Ils cherchent à rétablir les pouvoirs de police qui avaient été donnés aux gendarmes et aux chefs. Il faut savoir que dans les réflexions d'après-guerre, dans l'année 46 en particulier, où se sont organisées les associations missionnaires, l'UICALO et l'AICLF, ce vent de liberté qui souffle sur la colonie inquiète aussi, et que lorsque l'on lit les revendications des conseils de notables dans l'année 46, l'inquiétude est à double registre. La première inquiétude, c'est la perte de le pouvoir des chefs, c'est-à-dire une demande récurrente de récupérer un pouvoir disciplinaire, on parle bien de ça, pour les chefs, ce qui est un héritage direct en la matière du régime de l'indigénat. La deuxième chose qui inquiète, c'est la question de la liberté de circulation, puisqu'à plusieurs reprises, les conseils de notables expliquent les gens sont en train de vagabonder. Donc on craint le vagabondage. Que signifie le vagabondage en 1946? C'est des hommes et des femmes kanaks qui enfin peuvent quitter librement leur tribu et leur district et ne s'en privent pas. Et aussi pour renouer des liens coutumiers, etc., etc. J'aimerais conclure ce propos en remarquant qu'on a une tension dans l'après-guerre entre une France qui cherche à assimiler, à proposer une assimilation des ressortissants de l'Union française, dont les Kanaks de Nouvelle-Calédonie, et d'ailleurs aussi les Javanais, à qui on proposera la résidence libre, puis la naturalisation française individuelle jusqu'en 1973, où il y aura un rattrapage de nationalité. Donc l'idée, c'est l'intégration dans un espace de l'Union française où la France pourrait enfin dire qu'elle respecte fondamentalement ses principes de droit dans un certain nombre de colonies.
cet espoir de créer une Union française à citoyenneté égale est déjà trop tard. Pour un certain nombre de peuples, le débat n'est plus d'actualité. Le débat est un nationalisme et à la demande immédiate de l'indépendance. Dans d'autres colonies, et il faut savoir qu'en Afrique noire, par exemple, la demande d'égalité des droits était très forte et l'aspiration à une intégration dans une sorte de Union française était possible. En Nouvelle-Calédonie, le choix a été fait, contexte de l'époque, etc., le choix a été fait pour une intégration française, pleine et entière d'égalité de droits. Je voudrais juste conclure en disant qu'aujourd'hui, si on reprend cette histoire qui fut très lourde et qui marque fondamentalement, je crois, enfin qui fait partie des pans mémoriels très importants de ce pays, d'autant plus que la Calédonie aujourd'hui est le pays d'outre-mer où l'héritage de l'indigénat est évidemment le plus long, puisque Tahiti n'a pas connu ça, Mayotte l'a connu, mais à partir de 1912, les départements d'outre-mer n'ont pas connu l'indigénat, ont été citoyens en 1848. Il y a une pesanteur ici particulière de cette histoire-là qui marque encore les mémoires. Je voudrais juste faire une conclusion en réflexion. L'indigénat, aujourd'hui, c'est le temps des vieux. L'indigénat, c'est un référentiel très fort. On a noté que dans l'après-guerre, il pouvait y avoir non pas une nostalgie de l'indigénat, ça serait très abusif de parler dans ce sens-là, mais une sorte d'habitude, de logique répressive qui avait beaucoup pesé sur la période d'avant-guerre. Il faut aujourd'hui bien faire la part des choses sur la mémoire, ce qui relève d'un référentiel acquis entre les deux guerres, auquel les gens peuvent se référer presque inconsciemment, sur des formes d'autorité qui étaient en place et sur lesquelles on peut avoir, si vous voulez, on peut avoir des urgences, je dirais, et des formes de liberté qui ont été discutées aussi dans la période de l'après-guerre et qui sont aujourd'hui à réfléchir pour l'avenir. Je vous remercie.